Bonjour à tous et bonjour donc dans la version en ligne du cours d'analyse 1. Donc, comme vous avez pu le constater, en tout cas pour les semaines qui viennent, le cours se tiendra à distance. Donc je vous propose cette semaine une formule où je vais en fait vous poster sur le site 3 podcasts qui vont couvrir la matière de jeudi. Et jeudi, ce qu'on va faire, c'est qu'on va diviser le groupe en 2 parties. Donc de 14h à 15h, les étudiants entre la lettre A et la lettre J, donc dont le nom comme et de A à J, viendront sur Teams et on fera un exercice d'examen. Et on refera pour le reste des étudiants la même chose de 15h à 16h. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un... Donc je vous avais dit la semaine passée que le cours de la semaine passée était un cours de transition où on parlait de choses qui étaient essentiellement connues par vous. Et aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc aujourd'hui, on va en fait faire une application de la dérivée. Donc ça s'appelle le polynôme de Taylor. Donc c'est une extension de ce qu'on a vu la semaine passée. Mais essentiellement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de voir comment approximer des fonctions par un polynôme. On va appeler le polynôme de Taylor. Donc regardez au-dessus de moi, par exemple, vous avez le polynôme de Taylor de l'exponentielle. Alors, pour arriver à ça, on va d'abord faire un premier podcast que je peux appeler des prémices. On va un petit peu découvrir le polynôme de Taylor de façon progressive. Alors ici, on va démarrer par quelque chose que vous connaissez tous, c'est ce qu'on appelle le théorème des accroissements finis en français, qui en anglais se traduit par le théorème de la valeur moyenne. Alors qu'est-ce qu'il dit? Il y en a beaucoup de théorèmes de la valeur moyenne. On en verra un autre dans le deuxième podcast. Donc on suppose une fonction ici, ça c'est ma fonction f de x. On suppose que cette fonction, elle est continue sur l'intervalle fermé qui va de A à B, comme sur le dessin, et elle est différenciable sur l'ouvert. Pour toute fonction qui a ces propriétés-là, ce que dit le théorème des accroissements finis, il dit eh bien qu'il existe un point, au moins, mais ici il en existe plusieurs, on voit la C1 et C2, mais il existe au moins un point entre A et B où la dérivée de la fonction, en ce point-là, donc f'x, vaut en fait la pente de la séquente. Alors, qu'est-ce que c'est la séquente? C'est ceci. Ça, c'est ma séquente. Je vais l'appeler L de x. Donc, il existe au moins un point entre les deux, entre A et B, qui est tel que la dérivée de la fonction en ce point-là est exactement égale à la pente de la séquente. Visuellement, on voit que c'est vrai. Regardez, si vous prenez la séquente, vous tracez une parallèle à la séquente vers le haut, ici, vous allez tracer une parallèle vers le haut. À un moment donné, vous allez être tangent à la courbe au point C2. Et puis si vous prenez cette même parallèle et vous allez vers le bas, comme ceci, vous allez obtenir possiblement C1 et un autre point C3. Donc ici, en fait, le théorème des accroissements finis est vrai, on le voit, mais en plus, il y a 3 valeurs possibles de C pour lesquelles ça marche. Alors, on va essayer de démontrer ce théorème. C'est le seul, dans cette première partie, théorème qu'on va démontrer. Et je vais vous faire les différentes étapes de la preuve. La première étape, c'est quelque chose, bon, je ne vais pas démontrer le lemme 4 points, c'est quelque chose que vous connaissez depuis vos secondaires. Si une fonction, telle qu'on vient de la définir avant, atteint son maximum en un certain point C, de l'ouvert où elle est définie, donc de AB, eh bien, alors, nécessairement, si cette fonction est telle que la dérivée de f en ce point-là existe, alors, nécessairement, cette dérivée est nulle. Vous savez que c'est vrai, on peut l'utiliser dans les deux sens. Si vous avez une fonction continue et dérivable sur un intervalle, si je veux trouver ses maximums et ses minimums locaux, je regarde les points où la dérivée est nulle. Et de la même façon, si je vois que ma fonction atteint un maximum ou un minimum local sur l'ouvert, alors si la dérivée de la fonction existe en ce point-là, elle est nécessairement nulle. Vous savez ça. D'accord? Ça, vous connaissez. Alors ici, j'ai écrit les équations de la séquente et je vais construire une nouvelle fonction. Et on va voir que cette nouvelle fonction correspond en fait
a une espèce de rotation. Donc, si vous regardez ici mon image ici, j'ai fait une rotation de la fonction f de x initiale. Alors, ce n'est pas vraiment une rotation. Si, en fait, c'est une rotation. En fait, ce qu'on va faire, cette fonction L de x, on va voir tout de suite qu'elle est telle que la pente de la séquente à L de x est nulle. Même encore mieux. Donc L de x, écrivons, excuse-moi, D de x. Donc D de x, c'est bien f de x moins L de x. Ça fait f de x moins f de a, moins f de b moins f de a sur b moins a fois x moins a. Ça, c'est ma fonction d de x. Alors, que vaut d? Donc ça, c'est d de x. Hein. Que vaut d en a? Si vous regardez d en a, ça vaut f en a moins l en a, mais f en a et l en a ont la même valeur, puisque L, c'est la séquente. La séquente, c'est la droite qui va de f de a à f de b. Donc, ça vaut 0. Mais c'est aussi égal à d de b. Donc, ici, les deux valeurs de la fonction d en a et en b valent 0. Alors, donc on voit que notre nouvelle fonction, sa séquente, c'est une droite horizontale, et elle vaut 0 en les deux points intermédiaires, en les deux points extrêmes. Donc si f et l sont continus sur AB et dérivables sur l'ouvert, alors leur différence, évidemment D, est aussi. Et avec M. Guillemin, vous avez vu, théorème 2.6, le théorème des valeurs extrêmes, qui dit que si une fonction est continue sur un intervalle fermé, alors elle va atteindre son maximum et son minimum sur des valeurs de cet intervalle AB. D'accord? Donc, si elle n'était pas continue, elle n'aura pas nécessairement un maximum. Elle pourrait croître, être discontinue, et puis continuer à croître. Ici, dans notre cas, si elle est continue, nécessairement, elle atteint son maximum et son minimum. Donc ma fonction D, elle est comme ça, puisqu'elle est continue et elle est dérivable sur AB. Donc ce qui veut dire que si le maximum de cette fonction, qui continue sur l'ouvert, si le maximum est atteint sur les bords, ça veut dire que D de x, son maximum est sur les bords. Or, D de x vaut 0 à gauche et vaut 0 à droite. Donc, nécessairement, si elle atteint son maximum, elle ne peut pas croître, puisqu'elle est maximum. D'accord? Donc, D de x est nécessairement égal à 0 partout. Et le théorème est vrai partout, parce que f de x est nécessairement une droite. Donc, si f de x est une droite, elle est égale à sa séquente, le théorème est évidemment vrai. Si par contre le maximum est quelque part dans l'ouvert, pas sur les bords, alors la dérivée d' en C vaut 0. Pourquoi? Ça, c'est le lemme 4.1. On dit si on atteint un maximum quelque part, alors la dérivée est nécessairement égale à 0. Or, que vaut la dérivée de la fonction d? Ben, c'est f' de x. Alors, moins f de a, ça fait 0. Moins f de b moins f de a sur b moins a fois la dérivée de x moins a, ça fait 1. Et ça, c'est 0. En C. Donc ça, c'est 0. Excusez-moi. Ça, c'est la dérivée. Et donc, si d' de C égale 0, ça implique que f' de C moins f de b moins f de a sur b moins a égale 0, ce qui est le résultat ici. Voilà. Le théorème des accroissements finis est démontré comme ça, en utilisant un certain nombre de résultats qui ont déjà été démontrés et un résultat de secondaire. Alors, comme promis,
À partir de ça, on peut démontrer qu'une fonction dont la dérivée est 0 partout sur un intervalle est nécessairement constante sur cet intervalle. Donc on prend un intervalle, okay, un intervalle donné, disons voilà un intervalle, où la dérivée de la fonction est 0 partout, et je prends 2 points A et B. Okay. On utilise le théorème des accroissements finis, on l'applique. Donc ça veut dire qu'il existe C quelque part ici, tel que f de B moins f de A. Okay, f de B, c'est f de B moins f de A, sur B moins A égale f'C. Je fais passer le B moins A de l'autre côté. Or, je sais qu'f'C est égal à 0 partout, et que B n'est pas égal à A. Okay. Donc, f de B est nécessairement égal à f de A. Et donc, on voit que la fonction ne peut pas varier sur l'intervalle. Si la dérivée est nulle, c'est une conséquence directe du théorème des accroissements finis, et c'est ce qui termine la preuve de la semaine passée de l'unicité des solutions de f' égale kf, f seconde égale k carré f, et f seconde égale moins k carré f. Alors, ici, on va rappeler un certain nombre de résultats connus. Donc ça, je vais aller assez vite là-dessus. Donc si f' est plus grande que 0 dans un intervalle, alors, donc c'est strictement plus grande que 0, alors la fonction est strictement croissante. Et inversement, si f' est négative dans un intervalle, alors la fonction est strictement décroissante. Alors, vous vous souvenez des termes en anglais, c'est pas évident, donc strictement croissante, strictement décroissante. Et alors, si au lieu d'être plus grand, on dit plus grand égale à 0, donc si la dérivée est positive ou nulle sur un intervalle, alors en anglais on dit que f est non-decreasing. Ça veut dire qu'elle n'est pas strictement, elle est croissante, on dirait en français. Croissante veut dire qu'elle peut croître ou possiblement rester constante. Nous on dit strictement croissante et croissante, strictement décroissante et décroissante. En anglais on dit increasing and non-decreasing. Okay, c'est un petit peu des arguments, disons un vocabulaire un tout petit peu différent. Mais vous êtes rompu à ce genre de choses, je pense qu'il n'y a pas de souci avec ça, vous connaissez ce genre de résultat. Alors ici, c'est ce que je viens de déjà dire avant, mais de façon plus précise. Donc une fonction f a un maximum, okay, possède un maximum local en un point C. Okay, donc si j'ai une fonction f qui a un maximum local, okay, donc ça c'est la fonction f, okay, elle a un maximum local en un point C. Donc ici elle peut même faire ça, on s'en fout, hein, elle peut faire ça. Elle a un maximum local en un point C. Okay. Si il existe un intervalle de taille h, 2h ici en fait, de taille 2h, autour de C, où tous les points de l'intervalle sont tels que f d'un point de l'intervalle est plus petit que f de C. Et on a la même chose pour le minimum local. Okay. Alors, une fonction a un maximum global sur un intervalle si, en ce point-là, la fonction est plus grande que tous les autres points de l'intervalle. Donc, si on veut tester un maximum local, on utilise le test de la dérivée. Si on veut tester un maximum global, on utilise le test de la dérivée et on vérifie si, sur les bords, la fonction n'est pas plus grande, okay, que la fonction dans ses maximums ou ses minimums locaux. Vous connaissez ça du secondaire, je ne vais pas insister. Alors, dernière chose, si f est continu sur un intervalle et que f' est positive, okay, donc si une fonction est continue sur un intervalle, si la dérivée ici, f' est plus grande que 0, okay, et ici, la dérivée f' est plus petite que 0, et tout ça autour de C, alors la fonction atteint son maximum à C. Donc, ça, c'est la vraie condition pour avoir un maximum, parce que ça, c'est aussi vrai pour une fonction qui ferait ceci. Okay. Donc, on a bien un maximum à ce point-là.
Alors, si la fonction est 2 fois dérivable en ce point-là, alors on peut regarder la dérivée seconde. Et si elle n'est pas 2 fois dérivable, à ce moment-là, on doit regarder la dérivée à gauche et la dérivée à droite. Alors, deux petites choses supplémentaires avant de passer au gras de cette séance. L'hôpital. Okay, si vous vous rendez compte que la limite de f de x en a vaut 0 et la limite de g en a vaut 0, et vous cherchez la limite de f de x sur g de x, vous savez que ça fait 0 sur 0, c'est indéterminé, eh bien il suffit de dériver au-dessus et en dessous, et si cette limite existe, alors c'est la limite de f de x sur g de x, ça s'appelle l'hôpital. Alors, définition, une fonction est continuellement dérivable sur un intervalle, okay, si f' existe partout et f' est continu sur l'intervalle. On peut dire qu'une fonction est n fois continuellement dérivable, okay, si la dérivée nème existe et continue sur l'intervalle. Alors on sait que si la dérivée nème est continue, la dérivée n-1ème l'est aussi. Okay, donc plus on va dériver une fonction, plus on va avoir finalement de la régularité d'une fonction. On ne peut pas avoir une fonction dont la dérivée troisième est continue, mais qui n'est pas continue. On a vu avec les dérivées premières, on a vu la semaine passée qu'une fonction dérivable impliquait la continuité, mais que la continuité n'impliquait pas la dérivabilité. Et en APE, vous avez vu que si la fonction est dérivable, ben, elle est continue. Ben, si elle n'est pas continue, elle n'est pas dérivable. Ça, c'est vrai. Okay. Donc, démarrons maintenant le gras de cette séance, okay, après avoir fait ces petits rappels que vous connaissez tous. Je vous rappelle ce qu'on avait dit la semaine passée en tout premier. Si en un point x, je construis l'approximation linéaire d'une fonction, c'est-à-dire que cette fonction L de x, qui est mon approximation linéaire, passe par le point A, f de a, okay, l'approximation linéaire de la fonction L de x est telle que L de a okay, égale f de a. Donc elle passe par le point A, f de a. Et en plus, elle a la même L'. Okay, la dérivée de L de x est telle que L' en A égale f' en A. Donc ça, ce sont les deux propriétés de l'approximation linéaire. L'approximation linéaire passe par le point A, f de A, et a la même dérivée que la fonction au point A. Donc, si vous avez déjà fait ça une fois, vous avez une fonction ici. Ben, la fonction approximation linéaire passe par le point A, f de A, et a la même pente que la fonction. J'ai un peu mal dessiné, mais ça peut se citer. Donc ici, c'est le point A, okay, et ça, c'est f de A. Okay, et en plus, la pente de L est la même que la pente de f en A. C'est la définition de l'approximation linéaire. Et ce qu'on a montré la semaine passée, c'est que l'approximation linéaire est la seule droite qui est telle que, qui passe par A, f de A, et qui est telle que L tend plus vite vers F que ce que le X, excusez-moi, tend vers A. Okay, donc, quand je fais tendre X vers A, okay, eh bien, f de X tend plus vite vers L de X que X tend vers A. Donc, c'est là, entre guillemets, l'approximation linéaire est la meilleure approximation possible par une droite de la fonction f de X en A. C'est la meilleure possible. Alors, est-ce qu'on l'idée même du polynôme de Taylor et de ce qu'on va voir après, c'est est-ce qu'on ne pourrait pas faire mieux? On voit que si on a droit à faire des droites, grosso modo, eh bien, si on veut approximer une fonction d'un point, il faut utiliser l'approximation linéaire. Donc, cette fameuse fonction qui passe par A f de A et qui a la même pente que f en A. Maintenant, est-ce qu'on ne pourrait pas aller plus loin et imaginer non plus une droite, mais par exemple
une parabole, donc un polynôme quadratique. Alors ici, on va supposer que nous possédons de l'information. Alors on va voir ce que c'est de l'information, hein, de l'information sur f'. Dans un certain intervalle. Ça veut dire que, imaginons que on sache que m, que f', excusez-moi, sur f seconde, que on connaisse l'intervalle, on ait de l'information sur f seconde. Imaginons que on sache que f seconde soit entre a et un certain b, okay, ici, entre a et b, on sache que f seconde est borné par le bas, par une constante petit m, et par le haut, par une autre constante grand M. Okay, donc, on sait donc que m moins f' de x est nécessairement, par exemple, plus grand ou égal à 0. Ce qui veut dire que mx moins f' de x, ok, excusez-moi pour une seconde ici, donc m moins f'x est croissante. Bon, je vais m'expliquer ici. Ok, donc si ça c'est plus grand que 0, donc ça cette fonction-là est plus grande que 0, cette fonction-là, si je la dérive, ok, je trouve ça. Donc, si une fonction est plus grande que 0, cette fonction d'ici, eh bien ici, vu que cette fonction-là, si je la dérive, j'ai ceci, donc ça veut dire que la dérivée de cette fonction-ci est positive. Donc la dérivée de mx moins f' de x est positive. Okay, ce qui veut dire que cette fonction-ci est strictement croissante. Donc on sait que m a moins f' de a, okay, plus petit ou égal à m x moins f' de x sur mon intervalle. Pour l'instant, je ne regarde, si vous regardez, je ne regarde que la partie ici à droite, disons, de l'inégalité, enfin de la borne ici. Donc qu'est-ce que je viens d'écrire ici? Vu que ma fonction ici, mx moins f'x, est strictement croissante, eh bien, elle est plus petite en a que n'importe quel autre point de l'intervalle, puisqu'elle est strictement croissante sur l'intervalle. Donc en a, c'est là où elle est la plus petite. Okay, ce qui veut dire que f' de x moins f' de a est plus petit ou égal à m fois x moins a, toujours pour l'intervalle. Voilà notre premier résultat. Donc, je répète, si on a un tout petit peu de connaissance sur la dérivée seconde de ma fonction entre a et un certain b, eh bien je sais que f'x moins f de a, donc la dérivée, okay, en n'importe quel point moins f' en a, est bornée par m. Alors vous me direz, ça ressemble à quoi ça? Ça ressemble, si je réécris ceci, j'ai écrit en fait f' de x moins f' de a sur x moins a, okay, plus petit ou égal à m. Ça, c'est un espèce de théorème des accroissements finis pour les dérivées secondes, si vous réfléchissez bien. Parce que qu'est-ce que c'est ça? Okay, si, eh bien, il existe un point entre x et m dont la dérivée seconde vaut ceci, et si la dérivée seconde est bornée par m, eh bien, la dérivée seconde, en ce point-là, elle est bornée évidemment par m. D'accord, on continue. Voilà ce qu'on vient d'obtenir avec nos prémices. On vient d'obtenir que m fois x moins a moins f de x moins f' est plus grand ou égal à 0 sur l'intervalle. Donc c'est exactement ce que je viens d'écrire là. J'ai mis tout le monde dans le même membre, okay, qui est le membre de droite ici, puis j'ai changé l'ordre des dérivés. Si vous regardez ici, c'est pas très compliqué, c'est la même chose.
Alors, cette fonction-là, ici, est la dérivée de quoi? Elle est la dérivée de, donc cette fonction-là est la dérivée de m fois x moins a au carré demi. Donc si je dérive ce machin-là, j'obtiens ce machin-là. Okay. Ensuite, je retire moins, okay, f de x. Quand je vais dériver f de x, je vais obtenir f. Je vais obtenir ça, moins x f' de a. Ok. Donc cette fonction-là, okay, cette fonction que je vous montre ici, là, et quand je la dérive, j'obtiens cette fonction-ci. Okay. Vous voyez bien. Donc, si cette fonction-là, sa dérivée est positive, puisqu'on vient de le montrer, elle est positive, ça veut dire que cette fonction que je viens d'encadrer ici est strictement croissante sur l'intervalle. Enfin, elle n'est pas strictement croissante, elle est croissante parce que c'est plus grand ou égal à 0. Elle est croissante sur l'intervalle. Donc, si cette fonction est croissante, on peut écrire que m fois a moins a au carré sur 2, donc ça c'est la valeur de ma fonction en x égale a, là où elle est la plus petite, moins f de a moins a f' de a, okay, est plus petit ou égal à m fois x moins a au carré demi moins f de x moins x f' de a. Ok. Donc, qu'est-ce que je viens de dire? Je sais que cette fonction-là, ici, est strictement croissante sur l'intervalle, est croissante sur l'intervalle AB, ce qui veut dire qu'en A, elle est plus petite que dans n'importe quel autre point de l'intervalle. Fair enough. Alors, si je réarrange un petit peu les termes là, je vais mettre, j'ai un f de x ici que je vais mettre à gauche, je vais avoir f de x, okay, plus petit ou égal à quoi? Donc on va avoir un f de a, et puis donc on va regarder les termes en f'A, donc on a f'A, okay, ici on va voir x à droite et a moins a à gauche, x moins a, okay, plus m demi, il n'y a plus qu'à gauche, fois x moins a au carré. Alors là, on a déjà un résultat qui est splendide ici. Qu'est-ce que dit ce résultat? Si j'ai un peu de connaissance, ça, sur la dérivée seconde de ma fonction sur mon intervalle AB. Donc je sais, par exemple, ma dérivée seconde est bornée par 8, par exemple, sur cet intervalle, par le haut. Eh bien, ma fonction, partout sur l'intervalle, peut être bornée par quoi? Une parabole. Qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est une parabole. Donc, je peux borner ma fonction en tout point sur un intervalle AB par une parabole si je connais un petit peu, si j'ai des données sur la dérivée seconde de cette fonction sur mon intervalle. Donc, j'ai mis ici la phrase à retenir. On peut borner une fonction 2 fois différenciable par une parabole sur n'importe quel intervalle si on peut borner la dérivée seconde de cette fonction sur cet intervalle. Donc, évidemment, on a regardé ce qui se passait ici pour grand M. Maintenant, on peut faire la même chose pour petit m. Okay. Donc, ça donne exactement la même chose. Okay, sur petit m, si je peux montrer qu'une fonction, si je peux borner par le bas sa dérivée seconde sur un intervalle, alors cette fonction est toujours plus grande qu'une autre parabole, okay, qui a le même premier terme, le même second terme ici, donc le même premier terme constant, le premier terme linéaire, et un terme quadratique dont ici la valeur est l'infémum de la dérivée seconde sur l'intervalle. Ce qui donne l'encadrement
possible d'une fonction sur un intervalle par deux paraboles. Donc j'ai un point A, un point B. Je connais l'infimum et le suprémum de la dérivée seconde sur cet intervalle. Grâce à ça, je peux trouver deux paraboles, une qui est toujours au-dessus de la fonction, évidemment sur cet intervalle-là, et une qui est toujours en dessous de la fonction sur ce même intervalle. Alors, faisons un petit exemple maintenant, parce qu'évidemment, c'est ça le plus intéressant, c'est de regarder certains exemples. Donc, imaginons que f de x, on va dire que c'est cosinus x. On sait que f seconde de x, c'est moins cosinus x. On se souvient, d'ailleurs, c'est l'équation différentielle f seconde égale moins f. Hein, la solution, c'est des sinus ou des cosinus. Enfin, soit, ça n'a rien à voir. Ici, donc, on a f seconde et cosinus. Donc, on a f seconde qui est toujours compris entre moins 1 et 1 dans n'importe quel intervalle. Donc ça, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est m. Et ceci, c'est grand M. D'accord? Donc, on essaie avec le cosinus. Et donc, que me dit? Si je veux connaître cosinus de x, et si mon intervalle, on va dire que c'est, on va prendre l'intervalle autour de 0. D'accord? Donc, on va dire a égale 0. Ici. Donc, reprenons la formule ici. Donc, on a, excusez-moi, on prend la formule ici. On n'a que f cosinus de x est borné par quoi? F de a, f de 0, ça fait 1, plus f' de 0, la dérivée du cosinus, c'est moins le sinus en 0, ça fait 0, donc on n'a pas le terme linéaire, et ici, donc, on a plus 0, okay, moins, parce que m, petit m vaut moins 1 demi x carré, parce que a vaut 0. Et on a, pour au-dessus, on a 1 plus x carré demi. Et ça, c'est vrai pour n'importe quel intervalle, puisque ici, cette inégalité, ici, entre moins 1, c'est vrai pour n'importe quel intervalle. Donc on n'a pas choisi b. B, c'est n'importe quoi. Okay, donc on a de 0 à plus l'infini si on veut. Et donc, on sait que cos x, maintenant, est toujours compris entre 1 plus x carré demi et 1 moins x carré. Oups, je vais un peu mieux l'écrire. Okay. Donc, cos x est bien compris entre 1 moins x carré demi et 1 plus x carré demi. N'est-ce pas splendide? Dernier exemple avant de faire une petite pause. Prenons la fonction exponentielle. Okay. Et on va le regarder cette fois-ci sur un intervalle fini, 0, 1. On a évidemment la dérivée seconde de l'exponentielle qui est égale à elle-même. Hein, fonction différentielle, on se souvient. Hein, donc f' égale f. Donc f égale c l'exponentielle de x. Hein, donc ça, on l'a vu la semaine passée. On a donc f seconde égale f. Alors, que vaut grand M? Ben, c'est E. Donc la plus grande valeur, donc la dérivée seconde est strictement croissante. Sur l'intervalle 0, 1, donc, elle est égale à, enfin, la plus grande valeur possible de f seconde, c'est en 1, c'est-à-dire l'exponentielle de 1, c'est 0. Et la plus petite valeur de la dérivée, c'est en 0, et elle vaut 1. Et donc, on montre que l'exponentielle de x est comprise, à cette fois-ci uniquement dans cet intervalle-là, entre 1 plus x carré demi, et 1 plus x plus e fois x carré demi. Alors ici, qu'est-ce qu'on a vu? Ici, j'ai tracé cette fonction-là, c'est 1 plus x plus e demi x carré, et ceci, c'est 1 plus x carré demi. Et on voit bien que ça, c'est l'exponentielle de x, elle est bien encadrée par la fonction jaune, ici, et la fonction rouge, elle est bien encadrée, et on l'a démontré, on vient de le démontrer. Alors si vous allez bien sûr plus haut, à un moment donné, l'exponentielle va passer au-dessus de toutes ces fonctions-là.
Hein, l'exponentielle en infini est plus grande que n'importe quel polynôme. Mais sur cet intervalle-là, c'est vrai. Donc je fais une petite pause, on fera une deuxième vidéo où on va arriver au polynôme de Taylor. Merci de votre attention.